Bonjour à tous, bonjour Vincent Martini. Bonjour Thomas Villers, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel atelier du pouvoir, l'émission qui chaque samedi de 12h45 à 13h30 sur France Culture vous propose un autre regard sur la politique, non pas pour en commenter l'actualité au jour le jour, mais pour en comprendre les rouages, les rituels, les pratiques, son histoire, pour interroger également notre propre rapport à la politique. Alors c'est justement ce rapport à la politique que nous allons questionner aujourd'hui. On le sait, chacun en fait l'expérience chaque jour. Prononcer le mot politique, c'est l'assurance de déchaîner autour de soi des réactions passionnées. Il y a quelques mois, le Centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF, publiait un sondage dans lequel il était demandé aux personnes interrogées à quel mot associez-vous la politique ? Eh bien, sont venus en tête la lassitude, la morosité et la méfiance. Bref, très réjouissant. Alors d'où nous vient cette image très négative de la politique ? Quels en sont les ressorts ? Question importante, qui plus est à l'orée d'une année qui, présidentielle oblige, va être saturée de politique. Il nous paraissait utile de poser la question, mon cher Vincent. En colère, fatigué, écœuré, indifférent, perdu ou résigné, qui n'a ressenti de distance, voire de détestation pour la politique ? Alors que notre condition d'être démocratique devrait nous inciter à participer à la vie publique, domine au contraire dans nos sociétés une défiance, voire un rejet de la politique, perçue comme activité vile et décevante. À qui la faute ? Pour les lecteurs d'Alexis de Tocqueville et de son œuvre majeure de la démocratie en Amérique, ce serait le retrait des individus démocratiques dans la vie privée qui expliquerait la distance avec la politique. L'apathie générerait un désengagement général. D'autres dénoncent au contraire les excès de la politique politicienne, accusée de détourner l'intérêt général au profit d'une caste qui a confisqué le pouvoir, ne laissant comme choix aux citoyens que d'observer impuissants des joutes stériles sans que leur voix ne soit prise en compte. Sans disqualifier l'une ou l'autre de ces hypothèses, on constate sur ce sujet un étonnant paradoxe. Dans plusieurs récentes enquêtes électorales que vous rappeliez, Thomas, l'idée que le personnel politique ne s'occupe pas des problèmes des gens ordinaires domine largement de l'opinion. Mais dans le même temps, la confiance dans la démocratie atteint encore en France des niveaux records, notamment après les attentats du 13 novembre 2015 avec des taux d'adhésion de l'ordre de 90%. Dès lors, comment s'exprime la détestation de la politique ? Est-elle univoque ? Quelles seraient les conditions pour que se produise, si cela est possible, un réenchantement de la vie politique ? Pour évoquer ces questions majeures et si prégnantes dans nos vies, nous avons décidé de croiser les regards, comme il est de coutume dans l'atelier du pouvoir, en ayant le plaisir de recevoir un philosophe, Jacques Rancière, et un politiste, Daniel Gaxi, pour ce nouvel atelier du pouvoir qui répond à la question « Pourquoi déteste-t-on la politique ?» Bonjour Jacques Rancière. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur émérite à l'université Paris 8, auteur d'une œuvre majeure qui touche à la fois à l'esthétique, à l'histoire, une œuvre tout entière traversée par un questionnement exigeant sur la politique. Je cite ce très beau livre, La haine de la démocratie, à la Fabrique en 2005. Et puis avec vous, un professeur de sciences politiques. Bonjour Daniel Gaxi. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de sciences politiques à l'université Paris 1, spécialiste plutôt, disons, des comportements politiques, de la politisation. Et vous êtes l'auteur notamment d'un livre très, très souvent cité encore aujourd'hui par des générations d'étudiants en sciences politiques qui s'appelle Le Sens caché, CENS. C'était paru au Seuil en 1978. Je crois plus en ces gens-là. Ils nous disent pas la vérité, ils nous mentent, ou ils font abstraction de certaines informations, les taux de chômage qui sont pas corrects. Je continue à aller voter, mais c'est voter contre, jamais voter pour des choses, c'est voter contre des gens. On sait plus vraiment trop pourquoi on vote. On attend d'un homme politique le courage qu'avaient ses prédécesseurs. Je pense à Jules Ferry ou Jaurès ou autres. Ils ne venaient pas faire de la politique pour être réélus. D'ailleurs, la plupart du temps, ils n'étaient pas réélus, ils le savaient. Aujourd'hui, nous avons des hommes politiques et surtout des partis politiques qui marchent très bien. C'est une grosse entreprise, c'est une énorme entreprise liée à des intérêts financiers, liée à des intérêts économiques, qui n'a d'autre but que de perdurer. Aujourd'hui, les gens qui font de la politique, c'est pas des gens qui pensent au pays même, c'est même pas au peuple, c'est au pays. C'est des gens qui pensent à leur petite tronche, et à leur sondage, et à leur machin, et à bien apparaître. Eux, ils font que des grandes phrases. Que des grandes phrases. Quand il y a des élections, ils font des promesses, ils ne font que des promesses électorales, et puis après, excusez-moi, mais je peux pas le tenir parce que ceci, parce que cela. La crise en France, elle vient pas des gens qui galèrent dans leur vie ou qui galèrent pas. Elle vient pas de là, la crise en France. Elle vient du haut. C'est qui dirige la France? C'est bien des hommes politiques. Donc la crise, je pense qu'elle est pas en bas, elle est chez eux.
Alors, un extrait de l'émission Éclectique sur France Inter, c'était le 7 juin 2005. Je pense que si on interrogeait les gens aujourd'hui, on entendrait à peu près les mêmes choses. Sinon pire, Jacques Rancière, qu'est-ce que vous inspire un peu ce montage de son? Est-ce que vous avez l'impression que effectivement c'est la haine, le mot qu'il faut employer pour qualifier le rapport de beaucoup de gens à la politique? C'est un terme juste? Faut être précis dans les mots qu'on emploie. Oui, je pense qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est de savoir ce qu'on appelle la politique, quoi. Disons la politique, on peut dire dans sa définition en quelque sorte, première, quoi. C'est l'activité de quelqu'un qui est à la fois, comme le dit Aristote, à part au fait de gouverner et d'être gouverné. Donc au fond, c'est l'activité, au fond, d'un sujet quand même tout à fait problématique, puisqu'il est à la fois celui qui exerce l'action et celui sur qui l'action s'exerce, quoi. Or, il est bien évident que lorsque, disons, on entend ces témoignages ici, on voit bien que ce qui est appelé politique, c'est plus du tout la même chose. C'est même, on peut dire, le contraire, quoi. À savoir, effectivement, le fait que la politique est considérée comme une activité spécifique qui est faite par des gens spécifiques, quoi. Et alors par rapport à cela, il est bien évident que évidemment ce qui se pose, c'est la question du système représentatif, c'est-à-dire le système représentatif, il y a une espèce de légitimation un peu comme ça, un peu douteuse finalement, qui considère que il y a le bas, les gens du bas, ils élisent des gens, c'est leurs représentants, parfait, et puis après ça on leur demande des comptes, quoi. Or c'est plus compliqué que ça, puisque la représentation en fait à l'origine c'est pas quelque chose qui vient du bas, c'est plutôt quelque chose qui vient du haut, quoi. Et par conséquent on peut dire que on sait très bien qu'originalement la démocratie c'était pas la représentation, c'était pas l'élection, c'était finalement le choix, si on peut dire, démocratique initial. À Athènes c'était le tirage au sort et pas l'élection. Donc la représentation déjà en soi finalement c'est un mécanisme qui est très très complexe et un mécanisme qui est contradictoire, puisque finalement on a fini par l'identifier à une volonté d'en bas alors que c'est une volonté d'en haut au départ. Et c'est une première chose. Et deuxième chose effectivement, ce qui est de savoir ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a un moment où on pouvait avoir l'idée au 19e siècle que si Auguste Blanqui était élu sur 10 listes dans 10 villes de France, ça représentait quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'on avait l'impression quand même qu'il y avait comme une incarnation, si on peut dire, de la nation et pas simplement de tels ou tels intérêts locaux de tel ou tel groupe. Alors c'est plus le cas évidemment et aujourd'hui, quoi. Alors justement, on va reparler justement de pourquoi est-ce qu'on déteste la politique, mais on voulait, Atelier du pouvoir oblige, commencer par dire comment caractériser ce sentiment tellement ambivalent qu'on a à la politique. Je me tourne vers vous, Daniel Gaxi, politiste, professeur de sciences politiques. Quand vous observez dans les comportements politiques qui sont votre spécialité, les attitudes vis-à-vis du politique, est-ce que, pour reprendre la formule de Thomas Wider, le terme de haine est bien adapté ou est-ce qu'il y aurait d'autres termes plus ambivalents ? Je pense qu'on observe des cas de haine, d'aversion à l'égard de la politique, mais ce sont des formes paroxystiques. En fait, il y a un continuum avec une dominante actuellement, je dirais, de scepticisme, de méfiance, de défiance, et dans certains cas, effectivement, d'aversion, de haine. Donc ça, moi, je parle ici d'un point de vue de spécialiste de sciences sociales, donc je parle d'observation. Effectivement, on observe cela. En fait, c'est très ancien. Je souris en écoutant vos petits documents d'introduction, parce que quand on regarde, par exemple, des résultats d'enquête aux États-Unis dans les années 50, on trouve exactement les formulations que vous avez tout à l'heure diffusées. Donc, vous voyez, c'est pas du tout un phénomène nouveau. Alors, ce qui est peut-être nouveau, c'est l'ampleur du phénomène. C'est-à-dire que à la fois ça touche des milieux qui traditionnellement ont cette attitude de défiance par rapport à la politique, surtout dans les milieux populaires. Mais la nouveauté, je dirais, c'est que ça s'est diffusé dans des catégories très politisées pour qui la politique était quelque chose d'important, à gauche comme à droite. Donc c'est un petit peu ça la nouveauté. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut dire. Et il faut ajouter que ça se traduit pas seulement dans des déclarations ou dans des opinions, mais ça se traduit également dans des pratiques, dans des actes. Par exemple, bien sûr, la tendance dans tous les pays, pratiquement, au recul de la participation électorale, la progression de l'abstention. On en reparlera, bien sûr. Et le recul dans tous les pays des effectifs des partis politiques. Vous voyez, c'est un deuxième indicateur. Et là, c'est un point qu'il faut souligner, parce que je voudrais souligner ce soir qu'il y a de la défiance à l'égard de la politique. Mais cette défiance, même quand c'est de l'aversion, de la haine, elle est toujours ambiguë, ambivalente, composite. Et donc, on a un magnifique exemple en ce moment sous les yeux, c'est ce qui se passe au Royaume-Uni avec le Parti travailliste.
ou contre la tendance à la baisse des effectifs, vous avez au contraire une augmentation très forte des adhérents. Jacques Rancière, peut-être une réaction à ce que vient de dire Daniel Gaxi, ou alors pour préciser cette haine de la politique. Tout à l'heure, vous disiez que c'est peut-être le système représentatif lui-même qui génère une forme, de déception qui peut devenir de l'aversion. Oui, je crois qu'il faut bien voir que la méfiance à l'égard du système représentatif, elle est absolument originaire. C'est-à-dire que disons très rapidement, si on prend les premières élections au suffrage universel en France en 1848, elle génère aussitôt une espèce de déception, de déception. C'est-à-dire que finalement, des gens qui pensaient maintenant le peuple a le pouvoir, tout d'un coup ils se disent mais non, c'est une machine, tout ça. En plus évidemment à l'époque c'était complètement trafiqué. C'est-à-dire que vraiment, disons les gens ils étaient amenés par les propriétaires, par les curés, etc., qui leur disaient comment il fallait voter. Mais je veux dire que, originellement, il y a déjà cette idée qu'on trouve dans le texte de 1850, les gens qui disent, la politique, c'est le vol, la politique, c'est l'art de mentir, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est très ancien, mais simplement avec la différence peut-être qu'il y a une époque où, c'était aussi perçu par des gens qui pensaient qu'il y avait une alternative à la politique. C'est-à-dire qu'en 1850, il y a des brochures socialistes qui disent, oui, la politique, c'est le mensonge. Mais la vérité, c'est le socialisme. Vous, ce qui vous intéresse, en fait, ce sont surtout, on le voit dans la haine de la démocratie, les gens qui éventuellement porteraient des critiques de la démocratie, mais qui sont très politisés, qui sont très engagés politiquement. C'est pas le retrait de la politique qui vous intéresse. Non, mais retrait de la politique est une chose ambiguë, c'est-à-dire qu'il y a mille manières de faire de la politique. C'est-à-dire qu'à l'époque, effectivement, les gens qui militent dans des clubs, des gens qui créent des associations ouvrières, je parle au 19e siècle, ils agissent. La question, je dirais, plutôt de savoir comment on définit la politique, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de pratique, en quelque sorte, de s'occuper des affaires communes qui peut prendre une multitude de manières, quoi. Or, aujourd'hui, on a tendance à réserver, finalement, le mot de politique à quelque chose qui est au fond d'une certaine façon très très marginale par rapport aux affaires, aux manières de s'intéresser aux affaires communes, quoi. C'est-à-dire qu'en gros maintenant ce qu'on appelle politique, c'est l'élection présidentielle et à peu près tout ce qui tourne autour, quoi. Alors il est bien évident que c'est une restriction qui est considérable et qui entraîne, je dirais pas de détestation, pas de la haine, mais une espèce de morosité, résignation. C'est-à-dire, on est en même temps l'idée que on est fait pour se faire avoir, quoi. Daniel Gaxi, en réponse à ce que vient de dire Jacques Rancière. Il y a plusieurs formes. Il faut distinguer plusieurs formes de ce que nos collègues italiens appellent l'antipolitique. Vous voyez, c'est-à-dire ce sentiment d'hostilité à la politique, non pas l'hostilité à tel ou tel parti, mais à l'ensemble des partis. Toujours de manière ambivalente. Donc il faut distinguer plusieurs formes. Alors il y a une forme bien attestée, comme je le disais il y a quelques instants, dans des enquêtes, par exemple dans les années 50, qu'on trouve plutôt dans les milieux populaires. Alors c'est une forme d'hostilité à la politique qui a des caractéristiques tout à fait récurrentes, stéréotypées, on les entendait tout à l'heure dans certaines des déclarations. Alors donc c'est plutôt dans des milieux qui sont à distance de la politique, qui, à tort ou à raison, considèrent que c'est pas une chose pour eux, quoi. C'est pas à moi de m'en occuper, c'est un truc, c'est les affaires du pays, tout ça. Il y a des gens qui sont faits pour ça, les gouvernants. Donc voilà, c'est un sentiment d'incompétence dans ce domaine. Il faudra, je pense, y revenir. Une définition tacite extrêmement restrictive de ce que c'est que la politique. Ce que disait Jacques Rancière, restrictif, oui, c'est-à-dire quelques élections. Pour ces catégories-là. Pour cette catégorie-là. Pour ces catégories-là, c'est une définition extrêmement restrictive. Et ce sont des gens qui sont relativement dépourvus d'instruments pour porter des jugements sur la politique, mais ils en portent quand même. Par exemple, quand il s'agit de porter un jugement sur l'Europe, est-ce qu'on va voter oui ou non, ils ont quand même des instruments. Alors ces instruments, c'est l'appréciation de la situation par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur situation. Et donc, il y a l'idée récurrente que les politiques, ils promettent beaucoup, mais ils font rien. La preuve, c'est que ça n'a rien changé pour moi. Voilà. Donc, il y a un lien qui est fait entre la situation personnelle et la perception de la politique. Et alors là, on a une clé pour comprendre pourquoi ça s'est diffusé, parce que, comme nous le savons tous, hélas, il y a une dégradation, pour de multiples raisons, des conditions de vie des Européens. Et donc ça, c'est quelque chose qui est actif, qui avive ces sentiments toujours un peu présents de distance par rapport à la politique. Cette distance par rapport à la politique, vous disiez tout à l'heure qu'elle pouvait se manifester notamment par la question de l'abstention, mais qu'elle ne prenait pas forcément que cette forme-là. Et donc ça nous amène à nous interroger justement sur les modalités de cette distance par rapport à la politique. Je voulais vous faire écouter la voix de Jean-Paul Sartre. C'était en 1947. Et puis après, j'aimerais bien écouter votre analyse, Jacques Rancière.
Je voulais parler du parti des abstentionnistes. Vous n'avez pas remarqué ? 32% d'abstention en moyenne, 32% sur le corps électoral en général. C'est-à-dire que le plus grand parti de France actuellement, c'est le parti des gens qui ne votent pas. Je sais ce que vous allez me dire, on est paresseux, on ne va pas au vote. Oui, mais ça c'est vrai pour les périodes heureuses. Dans les périodes heureuses, en effet, on ne tient pas spécialement à voter. Seulement, vous avez affaire aujourd'hui à des gens qui ont envie de manger, qui ont peur de la guerre, qui ne veulent pas non plus de la guerre civile. Tous, il n'y a pas un Français qui ne soit dans ces conditions-là. Et ces gens-là n'ont pas été votés ? Voyons. C'est absolument enfantin de croire que ça ne signifie pas quelque chose. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que malgré toutes vos propagandes et celles des autres partis, quelque chose cloche, que vous avez le tiers des Français qui estiment que la politique actuelle de n'importe quel parti qui soit est rigoureusement insatisfaisante. Pour moi, c'est un grand signe d'espoir, parce que c'est à ces gens-là qu'il faut s'adresser. Jacques Rancière, on vient d'entendre Jean-Paul Sartre. Alors, il y a quelque chose qui cloche, dit-il en 1947. On a le sentiment, quand on lit La haine de la démocratie et plusieurs de vos textes, que vous pensez aussi qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous venez de l'introduire d'une certaine manière très brièvement sur la question essentielle de la critique que vous faites de la démocratie représentative. Qu'est-ce qui cloche pour vous ? Est-ce que vous pouvez développer cette analyse et qui expliquerait éventuellement la distance avec la politique ? Mais encore une fois, il s'agit de savoir ce qu'on appelle distance avec la politique, justement, parce que bon, il y a des gens effectivement qui vont s'abstenir aux élections, mais qui par ailleurs ont une activité qui pour eux est une activité politique éminente. Bon, ça peut être le fait de participer à une occupation de rue ou de place ces dernières années, disons de se battre contre les expulsions de locataires, de se battre pour les réfugiés, de se battre pour que, disons, on n'embarque pas les enfants d'immigrés au sortir des écoles et ainsi de suite. Donc je veux dire qu'il y a une multitude, si vous voulez, d'abord de manières de faire de la politique et beaucoup de gens qui pensent que leur manière d'en faire est beaucoup plus authentiquement politique et concerne beaucoup plus la communauté que, disons, le fait de savoir s'il faut voter plutôt pour Juppé ou plutôt pour Sarkozy. C'est ce que vous dites d'ailleurs, il n'y a pas de retrait dans l'individualisme démocratique. On peut pas dire ça parce que, ce que vous disiez dans votre livre, ça c'est les gens qui haïssent la démocratie, qui haïssent l'égalité, essayent de nous faire croire qu'il y aurait un retrait dans l'individualisme démocratique. Oui, ça je vous contestez. Je crois que cette espèce de vieille histoire de l'individualisme, effectivement, est une explication, extraordinairement commode et même si on remonte à Tocqueville, si vous voulez, le paradoxe de Tocqueville, c'est il dit ça marche mal parce que les gens se retirent de l'individualité, et en même temps il dit ça au moment où une multitude de gens qui n'étaient pas dans la politique y entrent, si vous voulez. Donc il y a ces espèces d'analyses qui sont complètement perverses, quoi. Alors par rapport à ça, si vous avez des questions comme l'abstention, à mon avis c'est un peu une blague, parce que ça fait plus d'un siècle qu'on dit à chaque élection, regardez l'abstention, ça progresse. Je me souviens d'un journal anarchiste né 1880. Il y avait eu, je sais plus quelle élection municipale partielle qui forcément intéressait pas énormément les gens à Paris, quoi. Je sais plus combien d'abstention, 60%. Il dit voilà, ça y est, c'est la fin. Dans quelques années, ça sera fini. C'est pas fini, parce qu'il faut bien voir que notre système justement, électoral pour le coup, quoi, ne fonctionne pas à l'adhésion. Il fonctionne plutôt au découragement. Et justement, au fond, la représentation, ça veut dire la délégation, ça veut dire en le sens la démission, quoi. Et d'une certaine façon, le système est fait pour que les gens démissionnent. Et s'ils démissionnent, ça prouve qu'il marche bien. Daniel Gaxi, vous qui avez écrit un livre sur la démocratie représentative, vous qui pourriez trouver des points où vous rapprocheriez de ce que dit Jacques Rancière, parce que vous avez dit dans le sens caché, oui, il y a une façon de décourager un certain nombre de personnes. Il y a un sens caché, comme le disait Thomas, CENS, une façon de rétablir une forme de suffrage censitaire pour les gens qui sont les plus subordonnés culturellement et socialement et qui ne participent pas au système politique. Donc vous partagez ce point de vue ? Oui et non. Alors oui, dans la mesure où effectivement l'éloignement du politique de ce qu'on va appeler, pour faire vite, des citoyens ordinaires est inscrite dans les mécanismes même de la représentation. Max Weber, par exemple, disait il y a une division du travail et donc nécessairement il y a des gens qui sont plus actifs en politique que d'autres. Le fait d'avoir des hommes politiques professionnels en charge des questions politiques, ça a pour contrepartie nécessaire, je cite Weber, que le reste de la population est passif en matière politique. Quand même, alors ça c'est traditionnel, c'est structurel. En même temps, on est obligé d'observer une progression de l'abstention. Par exemple, lors des dernières élections européennes en Slovaquie, il y a eu 19% de votants. 19% de votants. 81% d'abstention. Ça n'a rien changé d'ailleurs à l'élection elle-même. Ça devrait faire réfléchir. Donc, il y a quand même une augmentation de l'abstention. Alors c'est un phénomène très compliqué, l'abstention. Il y a un très très grand nombre de facteurs. On ne peut pas donner une explication. Mais on peut dire quand même que l'atmosphère actuelle de défiance, dont on a parlé en commençant, y contribue. Ça me semble établi.
On vient de parler de la haine de la politique, mais il y a un sous-sujet qui est peut-être en fait le sujet majeur de notre discussion, qui est le titre de votre livre, Jacques Rancière, la haine de la démocratie. Quelle forme prend-elle aujourd'hui? Ce livre que vous avez écrit, il date de 2005, donc il a 11 ans. Est-ce que vous l'écririez de la même façon aujourd'hui? Bon, donc ce dont j'avais parlé, la haine de la démocratie, c'est pas la haine de la politique, bien sûr. Non, au contraire, d'une certaine façon, c'est quelque chose qui accompagne, on peut dire, le caractère de plus en plus oligarchique du pouvoir. Je pense que à partir du moment où effectivement il y a une concentration de plus en plus forte du pouvoir, bon, ça s'est accompagné de discours comme ça, disant que la démocratie, en fait, ce que les gens entendaient par démocratie, c'était essentiellement l'égalité, quoi. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Donc, au fond, moi, ce que je trouve tout à fait frappant maintenant, c'est que notre Premier ministre, en gros, reprend les thèses contre lesquelles je polémiquais il y a 12 ans. C'est-à-dire C'est-à-dire, je pense effectivement aux thèses, disons, un petit peu associant finalement, pourrait-on dire, démocratie, islamisme, terrorisme, consommation, si vous voulez. Bon, voilà, il y a eu, ces espèces de thèmes sur la laïcité, la défense de la République contre la démocratie. Voilà, je pense que ces thèmes-là, qui étaient des thèmes, défendus comme ça par un certain nombre, effectivement, de figures du monde intellectuel. Maintenant, elles ont été complètement reprises. Enfin, pensez à la manière dont le thème républicain, la République contre la démocratie. Bon, maintenant, ça envahit tout, quoi. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, le parti de droite s'est appelé les Républicains? C'est quelque chose quand même que je trouve quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi est-ce que le Front National a repris en gros des thèmes finalement mettant en premier plan la défense de la laïcité? Pendant très longtemps, ils s'en fichent complètement de la laïcité. Pourquoi maintenant ça les intéresse? Alors justement, Daniel Gaxi, est-ce que vous diriez que finalement la distance avec la politique, elle vient pour une partie de la population avec le sentiment qu'il y a une confusion dans les enjeux politiques, que tous les partis disent soit la même chose, soit que les thèmes qui étaient identifiés à une famille politique ont été exportés dans d'autres? C'est ce que dit, je crois, Jacques Rancière sur la laïcité, par exemple, où on voit bien que tout ça crée un sentiment de confusion, donc les gens s'en tiennent à distance. Est-ce que vous diriez ça? Oui, il faut distinguer, il y a plusieurs formes de défiance par rapport à la politique, en relation avec le niveau culturel des individus et leur rapport à la politique, leur niveau d'information, par exemple, pour aller vite, quoi. Bon. En même temps, il y a le sentiment assez largement partagé qu'il n'y a plus beaucoup de différence entre les partis, que ce soit la droite ou la gauche, c'est à peu près pareil, que les politiques ne peuvent plus faire grand-chose, ou ne veulent plus faire grand-chose, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, qu'avant c'était la politique qui commandait, maintenant la politique est commandée, elle est commandée par la finance, par l'économie, par la mondialisation, par Bruxelles. Donc ça, c'est un sentiment. Et là, j'attire votre attention sur le fait que quand on dit que désormais on peut plus faire de politique en France parce que tout se passe à Bruxelles, ça veut dire qu'il n'y a pas de politique à Bruxelles, quoi. Comment vous articulez cette question des deux oligarchies? Parce que Jacques Rancière, vous dites dans votre livre La haine de la démocratie, il y a un problème d'une double oligarchie économique et politique qui finalement confisque ce pouvoir. Alors comment est-ce que vous articulez avec cette question justement aussi de l'idée que la politique serait devenue complètement ineffective ou inefficace à cause du fait que le pouvoir serait ailleurs, dans les sphères économiques ou à Bruxelles? Je pense que il y a une espèce effectivement de truc un peu douteux, disons, dans l'idée effectivement que les politiques ne peuvent rien parce que ça se joue ailleurs à Bruxelles, parce que malgré tout à Bruxelles, qui est-ce qui décide? C'est les commissaires qui sont nommés par les États. Donc je veux dire que d'une certaine façon, ce que j'essaie de dire un petit peu aussi dans la haine de la démocratie, c'est que au fond ce que font nos États en se référant, disons, un petit peu effectivement à l'Europe, aux pouvoirs supranationaux, c'est quelque chose comme au fond ils exportent la politique, quoi. Enfin, disons, d'une certaine façon, la politique, là où elle est une affaire commune, quoi. Donc, finalement, ils se chargent en quelque sorte d'expédier ce qu'ils appellent les affaires courantes, quoi, en ayant en quelque sorte, délégué, pourrait-on dire, la politique comme l'affaire du commun en un lieu où personne ne va pouvoir, disons, finalement agir, quoi. Au fond, le problème, je pense, pour nos gouvernants, c'est d'avoir une politique sans peuple, quoi. Et effectivement, d'une certaine façon, le super-État européen, c'est en quelque sorte comme le lieu d'une politique sans peuple. France Culture, l'atelier du pouvoir. Vincent Martini, Thomas Wider.
Alors c'est très intéressant ce que vient de dire Jacques Rancière, une politique sans peuple, parce que ça fait écho à l'un de vos thèmes de réflexion, Daniel Gaxi, qui est la question de la caste politique. C'est un terme que vous employez, ou en tous les cas d'une idée d'une langue politique qui est totalement déconnectée de la langue du peuple, pour reprendre le mot de Jacques Rancière. Oui, ça c'est l'hypothèse dont on débattait il y a quelques instants. La politique, elle se déroule, elle se pratique dans un monde à part, entre spécialistes, dans des arènes réservées aux spécialistes. Mais ça a toujours été comme ça, non ? Ça a toujours été comme ça, mais il y a une tendance au renforcement. Je pourrais vous donner un indicateur, si vous voulez, très rapidement. Bon, les hommes politiques sont devenus des professionnels de la politique, au sens qu'ils vivent pour la politique, c'est leur vie, ils consacrent leur temps, leur énergie, et ils vivent de la politique, c'est-à-dire qu'ils retirent leurs moyens de vivre de leur activité politique. Bon, ça, c'est une évolution de longue période. Bon, alors la nouveauté, c'est que dans le passé, ceux qui étaient devenus des hommes politiques n'avaient pas toujours été. Ils avaient commencé comme instituteurs, professeurs, hauts fonctionnaires, avocats, industriels, et ils étaient devenus des hommes politiques professionnels. Et la nouveauté, c'est qu'il y a une proportion importante, croissante. Par exemple, actuellement, au sein du Parlement français, la dernière législature, c'est à peu près un quart des députés français qui ont toujours été dans la politique. C'est-à-dire, après l'université, ils sont recrutés comme assistants parlementaires, conseillers d'un grand élu, et ils sont toujours restés dans l'activité politique. Donc ça s'est renforcé. Jacques Rancière, une réaction par rapport à cette question, la professionnalisation. Pour vous, ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens détestent la politique, parce que finalement, d'une certaine manière, la politique, comme vous le dites, est une affaire de compétences, et il faudrait redonner de la compétence aux incompétents plutôt que de la laisser être confisquée par les compétents officiels ? La politique, c'est effectivement le pouvoir de ceux qui ne sont pas, disons, en quelque sorte, habilités, finalement, à exercer le pouvoir. Bon, effectivement, je dirais, c'est quelque chose qui a été un petit peu recouvert par cette espèce de professionnalisation qui est croissante. Et en même temps, professionnalisation, on peut bien dire que on sait pas très bien ce que ça veut dire, finalement. Parce que, bon, il y a une époque, on pouvait dire, la vraie politique, c'est l'art de diriger, c'est l'art d'exercer le pouvoir. Mais c'est même plus ça, maintenant. Disons, en gros, la vraie politique, c'est l'art de se faire élire, et même encore plus restrictif, l'art d'être le candidat de son parti, quoi. D'une certaine façon, on en est à ce point-là, finalement. Bon, un homme politique se juge en gros, il ne se juge pas, mais finalement, bon, il arrive là où il est, par des espèces de manœuvres obscures pour faire des crocs en jambes à ceux de son parti. Bon, c'est quelque chose, bon, sur quoi on a, en quelque sorte, on n'a pas de vérification d'une réelle compétence, quoi. C'est parce que c'est pas de la compétence. On dira pas d'un banquier qui a réussi à pousser du coude celui qui voulait avoir le poste, que c'est un bon banquier. Mais on le dit d'un bon politicien. C'est ça qui est étonnant. Est-ce que ce que vous dites là, Jacques Rancière, vous l'auriez dit quand vous aviez 20 ou 25 ans, ou est-ce que vous pensez qu'il y a eu une vraie dégradation des choses, et de quand vous la dateriez, vous qui êtes aussi historien, et à quel moment il y aurait eu une bascule, si on peut parler de bascule par rapport à votre propre expérience et votre propre rapport à la politique? Bon, je pense qu'il y a une bascule évidente avec le système présidentiel en France. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, à partir du moment où la vie politique s'est vraiment centrée autour d'une personne, de l'élection d'une personne, et ça s'est fait, par étapes. Bon, il y a la Constitution de la Ve République, elle est quand même faite d'abord pour une personne, quoi. Et puis finalement, bon, toute une série de mesures qui n'ont fait que renforcer en quelque sorte cette espèce de restriction, au fond, de l'espace politique à la question de l'élection d'un président. Donc là, je crois que, oui, ça a entraîné un petit peu tout le reste, et bon, et notamment le recrutement du personnel politique. Alors, on va se retrouver dans un instant, Jacques Rancière et Daniel Gaxi, mais on voudrait vous faire écouter d'abord le philosophe Miguel Benassayag, qui le 10 novembre 2001, dans l'émission Terre à Terre sur France Culture, nous parlait justement de fait de détester la politique. Est-ce que c'est pas donner trop d'importance à la politique? On l'écoute. C'est une idée quand même aberrante, celle que la vie des gens serait ordonnée par la politique, et que, vous voyez, tous les foisonnements, la multiplicité de la vie seraient des petites fioritures autour de la politique. Et ça, c'est important. Et il faut surtout se sortir de la tête de que la vie, c'est les 20 heures, ou que la vie, c'est la politique politicienne, ou que la vie, c'est les Fonds monétaires internationaux. Simplement, c'est de dépasser cette unidimensionnalisation de la vie qui dit « tu es de droite ou tu es de gauche ». Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire.
Est-ce que tu développes la vie ou pas? Et alors là, quand tu développes la vie, quand tu développes des musiques parallèles non formatées, quand tu développes des tableaux, quand tu développes des solidarités, quand tu refuses d'enjamber les SDF pour rentrer chez toi et alors tu l'aides à squatter une maison, eh bien quand tu fais tout ça, certainement les gens de droite vont pas t'aider, les gens de gauche rarement. Alors donc, il s'agit quand même de développer une alternative radicale en dehors des représentations, quoi. Hein. Les politiciens disent les gens s'intéressent pas à la politique. Ils ont tort. Les gens s'intéressent profondément à la politique, dans le sens de la cité. Et comme les politiciens ne s'intéressent pas à la politique, les gens ne s'intéressent pas aux politiciens. Et là, les politiciens de droite et de gauche, ils ont tort, parce qu'ils ne comprennent absolument rien. Ils croient que les gens ne s'intéressent pas à la politique, et c'est parce que les gens s'intéressent à la politique qu'ils ne s'intéressent plus du tout aux politiciens. Jacques Rancière, est-ce que vous êtes d'accord avec Miguel Benassayag et la distinction qu'il fait entre le désintérêt, le rejet, dirions-nous, des politiciens et l'intérêt pour la politique qui est réel? Oui, enfin c'est peut-être un petit peu simpliste, mais bon, il y a quelque chose qui revient à ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'il y a une multiplicité de manières, bon, de s'occuper des affaires communes. Je veux dire qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qu'on voit aujourd'hui investis dans toute une série, bon, d'activités. Encore une fois, bon, ils peuvent s'occuper, d'aller servir des repas aux immigrés à Calais. Ils peuvent s'occuper d'une multitude. Et ils peuvent s'occuper d'aller travailler dans des ONG. Ils font de la politique autrement, d'une certaine manière. Bon, alors là encore, comment est-ce qu'on va définir politique? Je veux dire, comment les mêmes gens pourront dire à la fois effectivement qu'ils font pas de la politique et qu'ils font de la politique. Mais pour vous, ils font de la politique ou pas? Oui, je pense qu'ils font de la politique, mais effectivement, souvent, ils disent qu'ils font pas. Bon, je pense à cette association, quand c'était Réseau Éducation Sans Frontières, bon, qui s'occupait justement vraiment de défendre, disons, ces gamins qu'on embarquait au sortir des écoles pour les renvoyer chez eux, quoi. Bon, ils disaient, on fait pas de politique. Non, ça marche chez nous parce qu'on fait pas de politique. En même temps, ils savaient très bien qu'ils en faisaient, qu'ils définissaient effectivement une forme de citoyenneté, mais pour employer un mot qui par ailleurs est très très galvaudé, mais enfin, bon, il faut bien utiliser les mots. Daniel Gaxil, un mot. Non, là, il me faudrait plusieurs mots, par contre. Plusieurs mots, alors. Oui. Notre discussion jusqu'à présent, tacitement, c'est une discussion qui est bornée au cadre national. Et donc, l'idée que la politique, ça se juge au niveau national. Par exemple, c'est pas un hasard. Vous savez, en sciences politiques, on dit il y a des élections de premier ordre, des élections de deuxième ordre. Ça veut dire qu'il y a des élections qui sont plus importantes que d'autres. Pour nous, l'élection la plus importante, c'est l'élection présidentielle. Alors, l'élection présidentielle, elle est devenue futile, pour le dire. On compare des personnalités pour savoir si l'un est plus nerveux que l'autre, plus agité ou pas. Bon, donc on comprend que ça n'intéresse pas beaucoup. Alors, le paradoxe... Et paradoxalement, ça intéresse, puisque les gens votent. Le paradoxe, c'est, si on prend l'activité des parlements nationaux, plus de 80% des lois, c'est la transposition en droit interne de décisions européennes. Donc, une part importante de l'activité politique, pour ce qui concerne les pays européens, elle se déroule au niveau européen. Et là, il y a un très très grand paradoxe. C'est que les élections les plus importantes, ça devrait pas être l'élection présidentielle. Ça devrait être les élections européennes. Parce que le Parlement européen, même s'il n'a pas tous les pouvoirs, s'il n'est pas à égalité avec le Conseil ou la Commission, il a des pouvoirs importants et des pouvoirs croissants. C'est un vrai lieu de décision. Or, en sciences politiques, on dit que les élections européennes, on les caractérise comme des élections de second ordre, nationales de second ordre. De second ordre, ça veut dire qu'elles sont considérées comme moins importantes que d'autres. Et nationales, ça veut dire qu'elles ne sont pas européennes. Ça veut dire qu'on y discute d'abord des enjeux nationaux, savoir si la gauche va battre la droite ou la droite va battre la gauche, mais très peu des questions européennes. Et alors pourquoi ? Eh bien parce que pour l'instant, les élections européennes, la politique européenne n'existe pas au sens où il n'y a pas de parti européen qui s'affronterait avec des visions de l'Europe, qui discuterait par exemple, qui s'opposerait sur les traités transatlantiques, TAFTA ou CETA. Vous voyez, ça n'existe pas. Alors du coup, on a l'impression que la politique, c'est pas important parce que ce qui est vraiment important n'est pas discuté. Jacques Rancière, c'est ça qu'il faudrait faire pour arrêter de détester la politique, s'intéresser à d'autres niveaux de gouvernance, par exemple ? Oui, mais là encore, le fond du problème, bon, il n'y a pas de peuple européen. Alors effectivement, on peut dire l'Europe c'est plus important, mais effectivement, bon, l'Europe, on la connaît surtout, disons, à travers les décisions de la Commission, et on voit bien que la manière dont le personnel politique gère, disons, ces élections européennes, enfin, c'est quand même tout à fait significatif. C'est-à-dire que, bon, en gros, malgré tout, ça sert en partie à replacer, bon, les politiciens du parti qu'on n'a pas réussi à placer ailleurs. Bon, ça sert en plus à avoir des représentants parce que là, disons,
disons, bon, il suffit d'avoir quand même un pourcentage relativement faible pour avoir des députés. Donc, je veux dire, c'est aussi, d'une certaine façon, une aubaine pour les partis. C'est-à-dire, il y a des bonus, quoi. Alors, c'est une élection à bonus. C'est pas une élection considérée comme une élection populaire. Pour répondre à la question puisque c'est pas l'Europe, pour vous, Jacques Rancière, j'ai une petite idée de la réponse, parce que vous en parlez dans votre livre et je pense que vous n'avez pas changé d'avis. Quelle serait la solution pour recréer ce lien dans nos démocraties entre les citoyens et la politique? Vous nous parlez du tirage au sort, par exemple. Ça, c'est une des possibilités. Il y en a d'autres, j'imagine. Tout dépend encore une fois de ce qu'on appelle politique. Par rapport à ce que je pense, oui, la possibilité, c'est effectivement que on déprofessionnalise la vie politique. C'est ce qui veut dire des mandats courts, des mandats non renouvelables, des mandats cumulables et éventuellement effectivement, disons le tirage au sort pour certains types d'élections. C'est-à-dire que on redonne sens au fait que c'est pas une profession. Je pense que si c'est une profession, elle va en même temps c'est une profession qui est pas vraiment une profession, quoi. Je dirais qu'il n'y a pas de raison que ça ne continue pas comme c'est actuellement. Et là, encore une fois, c'est pas la détestation, c'est pas vrai, c'est de la résignation. On pense toujours que les systèmes marchent à l'adhésion. Non, les systèmes marchent à la résignation. Et là encore, effectivement, au fond, l'action de savoir est-ce qu'on pense que la démocratie, c'est une idée qui a une consistance ou pas. On n'est pas obligé de le penser, quoi. Ce que j'ai essayé de dire, c'est si on le pense, ça a cette conséquence, quoi. C'est-à-dire qu'il faut déprofessionnaliser la vie politique. Le professeur de sciences politiques que vous êtes, Daniel Gaxi, sur ce point-là, sur la question des processus de repolitisation, éventuellement, on citait là un exemple qui est un exemple technique, enfin le tirage au sort, mais qui entraîne beaucoup de choses dans le fonctionnement de la démocratie. Est-ce que on observe effectivement des procédures ou des contextes qui sont favorables à une forme de repolitisation, ou alors le processus d'éloignement de la politique, il est un petit peu inscrit dans l'histoire et les choses seraient désespérées? Moi, je dirais que le processus d'éloignement du politique, il est inscrit dans la désorganisation des mécanismes représentatifs. Parce que la politique, elle existe au niveau international. Il y a de la politique à l'OMC, par exemple, l'Organisation mondiale du commerce. Il y a de la politique au sein du Conseil européen, au sein de la Commission européenne. Mais il n'y a pas de politique démocratique à ces niveaux-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention des citoyens. Donc ils ne peuvent pas avoir de l'aversion ou de la confiance ou de la défiance. Ils ne sont pas là. Alors ils ne sont pas là pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les mécanismes de représentation. Il n'y a pas de lutte politique médiatisée par des partis avec des visions du monde synthétiques, accessibles, vous voyez. Donc, par exemple, une mesure de salubrité publique pour la politique française, ça serait de commencer par conseiller aux candidats à l'élection présidentielle de réfléchir vraiment à ce qu'ils pourront faire s'ils sont élus et de le dire, vous voyez. Pas se lancer en disant « je renégocierai les traités, j'irai casser de la vaisselle à Bruxelles », vous voyez, avant de s'interroger s'il pourra vraiment casser la vaisselle, s'il casse un peu de vaisselle, est-ce que ça suffirait? Donc il faut pour l'instant, la politique, elle est nationalement centrée. La politique nationalement centrée, elle est en difficulté parce qu'elle est perçue comme insignifiante ou peu signifiante. Donc il faut de la politique démocratique à d'autres niveaux. Voilà, à mon avis, la question fondamentale. Jacques Rancière, vous dites aussi, c'est la fin de votre essai que je trouve très belle, parce que vous dites finalement, si on croit à la démocratie, elle peut donner à l'inverse du courage, donc de la joie. Et on sait que vous êtes aussi quelqu'un qui est critique d'art, et vous réfléchissez aux espaces d'inclusion démocratique dans la vie de la cité, des nouveaux espaces. Et est-ce que vous pensez par exemple que l'expérience sensible, comme vous l'appelez, est une porte ouverte vers d'autres espaces, à part les questions techniques, à part les questions de redémocratisation par des procédures? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres espaces qui ne sont pas explorés et vers lesquels on pourrait retisser ce lien entre les citoyens et la politique? Bon, c'est un peu difficile de dire ça un peu à brûle pour point. Ça un peu abstraitement. En même temps, c'est bien d'avoir un peu d'espoir à la fin de cette émission très sombre. Mon problème n'est pas de nécessairement de donner de l'espoir, aux gens, mais je pense que oui. Enfin, au fond, il y a la question, c'est la question des pratiques où les gens ont le sentiment. Premièrement, qu'ils sont ensemble. Deuxièmement, qu'ensemble, ils ont un pouvoir. Bon, par rapport à ça, effectivement, les mouvements, du style, le 15 mai à Madrid, Nuit debout, Occupy Wall Street, etc.
C'est-à-dire que, bon, qu'est-ce qui est intéressant justement là, c'est qu'on a tout d'un coup l'idée que la politique est quelque chose de sensible. C'est-à-dire qu'il y a, au fond, on occupe un lieu concret, on occupe un temps concret, on s'approprie quelque chose en commun. Alors bon, c'est pas avec ça qu'on a résolu tous les problèmes et que l'avenir est radieux, mais on a le sentiment effectivement qu'il y a des espèces de prise de pouvoir par justement, par ceux qui en principe n'ont pas s'occuper du pouvoir et sous des formes qui sont effectivement des formes esthétiques. C'est assez intéressant la manière dont finalement souvent les formes de performance artistique et les formes d'union, d'assemblement politique, justement, tendance un petit peu à aller ensemble. Dans les récents mouvements d'occupation, ça a été un peu très très sensible, pas simplement le rôle de certains performeurs, mais le fait effectivement que au fond on cherche à aménager des espaces et des temps d'une manière qui a au fond autant à voir avec au fond des principes de dramaturgie, d'installation, de performance qu'avec les formes classiques finalement de la représentation politique. Mais là on voit Daniel Gaxi sur ce mot de la fin, peut-être sa dernière question, qui a peut-être un clivage générationnel sur cette question. On voit bien que Occupy Wall Street, que Nuit debout, il n'y a pas bien sûr que des jeunes, mais il y a un désir dans la nouvelle génération d'avoir des nouveaux espaces de politisation qui soient différents de ceux d'avant. Vous avez ce sentiment-là ? Oui, en même temps, je dirais que, comme je l'ai dit en commençant, le rapport aux politiques, il est toujours ambivalent. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la défiance, mais en même temps, il y a toujours de très fortes attentes, et des attentes d'enchantement. Et il y a des mécanismes de réenchantement. Par exemple, une élection, même présidentielle, ça réenchante un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Et donc, je pense que si on se situe d'un point de vue normatif, si on veut réenchanter la politique, ce qu'il faut justement, c'est réfléchir aux mécanismes pour la réenchanter, pas seulement au niveau national, quoi. Et la réenchanter au vrai niveau où les choses se discutent maintenant, c'est plus le niveau national. Il y a des choses qui se discutent au niveau national ou même au niveau local, au niveau des communes. Mais il y a aussi beaucoup de choses et de plus en plus de choses importantes qui se décident à d'autres niveaux, européens et mondial. Et c'est là qu'il faut réenchanter la politique. C'est là qu'il faut réfléchir aux mécanismes pour que la politique électorale, la politique citoyenne, la politique représentative interviennent aussi à ces niveaux-là. Elle le fait très peu pour l'instant, voire pas du tout. De ce que vous dites l'un et l'autre, Jacques Rancière et Daniel Gaxi, je retiens déplacer notre regard vers les horizons où se déroule la politique et puis aussi faire preuve d'imagination et d'invention pour réenchanter tout cela qui en a bien besoin. Avant de nous quitter, Vincent, vous avez lu 2 livres cette semaine qui font écho à notre discussion d'aujourd'hui. Oui, 2 livres qui plongent dans le passé pour nous parler d'avenir. C'est le livre de Paulin Ismar, La démocratie contre les experts, paru au Seuil en 2015, et le livre de Yves Saint-Omer, Petite histoire de l'expérimentation démocratique, aux éditions La Découverte 2011. Ces livres, tous les 2 passionnants, ont pour point commun de nous ramener dans la Grèce antique pour nous parler en écho de nos démocraties contemporaines. Écoutons Paulin Ismar, ce spécialiste de l'histoire grecque à Paris 1, qui nous dit « Imaginons un instant que le dirigeant de la Banque Centrale Européenne, le directeur des compagnies républicaines de sécurité comme celui des archives nationales, les inspecteurs du trésor public comme les greffiers des tribunaux soient des esclaves, propriété à titre collectif du peuple français ou plus improbable encore d'un peuple européen dont Jacques Rancière nous disait qu'il était pour l'instant introuvable. » Donc une hypothèse qu'on pourrait reformuler par une question simple, comment ne pas déposséder le peuple souverain de la primauté de la décision politique? Comment éviter que cette décision politique soit confisquée par les sachants et les experts? Ça c'est le livre de Paulin Ismar nous donne ces réponses-là, et en même temps il est complété par ce livre de Yves Saint-Omer, professeur de sciences politiques à Paris 8, lui aussi comme vous Jacques Rancière, qui se concentre lui sur l'outil que constitue le tirage au sort dont nous parlions justement, connu depuis la démocratie athénienne. Pourquoi, se demande l'auteur, cette façon de désigner les responsables de l'action publique connaît-elle un renouveau partout dans le monde? Est-ce que c'est lié à la crise des modèles politiques, au populisme ou à un regain de vitalité démocratique? Pour mieux comprendre cet outil, l'auteur revient sur sa longue histoire de la démocratie athénienne aux démocraties américaines et françaises qui ont tous 2 réintroduit l'usage du tirage au sort pour la désignation des jurys d'assises. Voilà, ce sont les 2 livres qui permettent finalement, je crois, de rétablir la compétence des incompétents, pour utiliser votre formule Jacques Rancière, et réouvrir les espaces de la vie politique. Voilà un vaste programme et une belle ambition.